Bonjour à tous. Alors, on avait une question, juste avant de commencer. Est-ce qu'on dit Suissesse ou pas ? Parce que notre invité est suisse, vient de Suisse, et serait Suissesse. Tu acquiesces ? Mais bon, qu'importe. Je suis Maxime Clout. Je suis avec Sophie Corradini. On va recevoir une jeune dame. Je peux pas dire son âge, moi je ne peux pas. Toi tu pourras, mais moi je ne peux pas. Je suis un peu de la vieille école. Qui s'appelle Léonie Bischoff, qui est donc autrice de BD. Et Sophie, dis-nous un peu plus sur elle. Léonie vient de Suisse. Et elle a fait ses études à Bruxelles, à Saint-Luc. Elle est restée à Bruxelles, elle est dans un atelier. Et elle a fait tout d'abord une BD un peu plus en amateur qui s'appelle Princesse Supplex, qui n'est plus édité maintenant, mais qu'on pourra découvrir normalement sur écran bientôt, parce qu'il y a un court-métrage qui en est tiré, qui est en train d'être tourné. Et après, elle a sorti Oudou Darling, qui est une BD fascinante aux couleurs incroyables sur le voodoo dans le bayou, donc en Louisiane. Elle s'est fait remarquer grâce à cette BD et elle est devenue par après l'illustratrice de l'adaptation en BD d'une saga à très grand succès qui est la saga de Camilla Läckberg, qui commence par La Princesse des Glaces, qui est en Suède par une autrice suédoise. Et donc les 3 premiers tomes de cette saga, qui seront les 3 seuls, sont sortis chez Casterman et elle les illustre. Maintenant, elle a un projet à venir très intéressant sur une autrice que j'adore énormément, mais je suppose qu'elle va nous en parler dans cette soirée, donc je la laisserai parler de la chose. Elle le fera certainement mieux que moi. Donc voilà, nous allons entendre Léonie Bischoff qui nous parlera des livres qu'elle a choisis et on espère aussi de ses livres à elle. Bonne écoute. Je me présente toute seule. Ok, d'accord. Mais bonsoir à tous déjà, et merci beaucoup d'être venus, c'est hyper cool de voir quand même qu'il y a du monde, c'est chouette. C'est un peu intimidant, mais... Donc je m'appelle Léonie, je suis dessinatrice de BD et de temps en temps scénariste aussi. Je suis suisse, mais j'habite à Bruxelles depuis une 15aine d'années. J'étais venue faire mes études à Saint-Luc et du coup je m'y suis beaucoup plu, je suis restée. Et je travaille à Bruxelles au sein d'un atelier qui s'appelle l'Atelier 1000 et on est 8 dessinateurs, dessinatrices, auteurs de bande dessinée à du coup se motiver parmi. On travaille jamais ensemble, mais on se soutient, on apprend les uns des autres et parmi ma sélection, je vais vous présenter l'ouvrage d'un de mes collègues d'atelier, mais on y viendra. Du coup, là, vous voyez vaguement les bouquins que j'ai faits. Celui-ci, je fais tout toute seule, c'est donc scénario, dessin, couleur. C'était mon premier gros bouquin. Avant, j'avais fait des collectifs. Et ensuite, j'ai fait les adaptations de Camilla Läckberg. Donc ça, c'est plus un travail vraiment de collaboration, où il y a un scénariste qui va faire l'adaptation du roman à la BD. Moi, je dessine. Et puis, une coloriste ou des coloristes qui font tout le travail de mise en couleur. Donc, c'est 2 approches assez différentes de la BD. Et moi, j'aime bien alterner justement entre des boulots vraiment en solitaire, où on exprime quelque chose de plus personnel, mais où c'est assez dur psychologiquement, et des boulots de collaboration, où on va plus développer le dessin, et puis se laisser porter par une énergie de groupe. Donc voilà, c'est une façon d'essayer d'aborder la création, dont je vais parler aussi par rapport au livre que j'ai choisi. Vous allez voir que c'était pas fait exprès, mais en les re-regardant cet après-midi, j'ai vraiment trouvé une espèce de fil conducteur, et le processus créatif fait partie en fait de ce fil. Donc voilà, j'espère que je vais arriver à exprimer. C'est un peu intimidant. Je sais pas trop par lequel j'ai envie de commencer en fait.
Par une BD ou par un roman ? Qui vote ? Non. Je vais peut-être commencer avec Anaïs Nin, parce que en fait, en ce moment, mon prochain projet, ce sera une très libre interprétation d'une période de la vie d'Anaïs Nin. Je ne sais pas si des gens ici la connaissent déjà un petit peu. Je vais la présenter en 2 mots. C'est une autrice qui est franco-américano-cubaine, qui est née en 1904 en France et qui a immigré très jeune avec sa mère vers les États-Unis parce que son père, qui était un pianiste célèbre, les avait abandonnés. Et donc, elle a commencé à l'âge de 11 ans à écrire, d'abord sous forme de lettres à son père, puis d'un journal intime, à écrire tous les jours, soit ses impressions, soit des sortes de fantasmes qu'elle avait au moment où elle part, c'était le début de la guerre en France. Elle pense beaucoup à la mère patrie, elle pense beaucoup à Dieu. Elle a déjà toute petite une imagination assez débordante et elle va écrire en fait toute sa vie. Un journal intime hyper prolifique et sur lequel c'est quelque chose de très particulier. Elle n'hésite pas à revenir. Elle va réécrire, elle va couper des bouts, elle va remanigancer des choses. Donc on ne sait jamais avec elle ce qui est du vrai, ce qui est du faux, ce qui est de l'imaginé, du fantasmé. Elle est aussi très connue pour avoir été la maîtresse d'Henri Miller, avoir écrit des nouvelles érotiques et avoir eu une vie personnelle amoureuse très rocambolesque et très sulfureuse. Mais au-delà de ça, c'est surtout quelqu'un, à mes yeux, qui cherchait à échapper à la condition de femme, mais à la condition juste de personne de cette époque-là, qui devait se tenir à un rôle social très fort. Elle a été l'épouse pendant des années d'un banquier qui était du coup avec un standing à tenir. Elle devait rester respectable. Et en même temps, elle sentait une forme presque de folie, mais de feu qui la brûlait, d'envie de créer, d'envie de vivre des choses exceptionnelles. Et petit à petit, à travers l'écriture, à travers ses rencontres, à travers la manière dont elle gère sa vie, elle va se créer une sorte de monde qui est à moitié de l'imaginaire, à moitié du réel. Par exemple, dans sa maison, elle va décorer chaque pièce a une couleur. Elle chine des objets, elle fabrique des objets. Elle fabrique ses vêtements qu'elle appelle des costumes. Et suivant les jours, et suivant les personnes qu'elle rencontre, elle se met en scène en fait. Toute sa vie devient petit à petit une espèce de pièce de théâtre qu'elle essaye ensuite de raconter à travers ses journaux. Et elle vit plus dans sa fiction que dans sa vie réelle où finalement elle est assez en retrait. Et c'est quelqu'un de complètement fascinant. Et j'ai pris ce tome-là parce que c'est un peu c'est le premier tome du journal de l'amour, donc c'est les journaux non expurgés. À la base de son vivant, il y a des journaux expurgés qui sont sortis, où son mari n'apparaît pas, ses amants sont toujours sous des faux noms. Et après sa mort, elle avait voulu quand même que le journal non expurgé sorte, tout en sachant qu'il a été remanié un nombre incalculable de fois. Et donc c'est une sorte de vision idéale d'elle-même qu'elle propose au monde. Et donc moi je vais m'attaquer à cette espèce de monument et ça me fait assez peur parce que beaucoup de gens la détestent, beaucoup de gens l'adorent. En fait elle a été très décriée à une période justement stigmatisée comme une menteuse, une manipulatrice. Et ce qu'elle était sans aucun doute, mais en même temps c'était quand même pour une espèce de... Enfin, moi, je vois ça comme quelque chose de vertueux parce qu'elle refusait le côté terne de la vie, elle refusait les obligations sociales, elle s'est toujours trouvé des chemins pour... Elle avait une phrase, elle disait « Je ne veux vivre que pour l'extase ». Ce qui n'est pas possible, elle avait toujours des retours de bâton assez douloureux, mais en même temps, elle se décourageait jamais. Et c'est vraiment une force de la nature comme ça, dans une enveloppe physique assez faible. Elle souffrait beaucoup physiquement, elle était toujours malade, souffrait des nerfs et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment réussi à donner à la création une place, la première place dans sa vie. Et en même temps, elle a eu énormément de peine à écrire des romans. Elle n'a jamais réussi à faire publier ses romans qui étaient trop obscurs, trop bizarres. Et c'est finalement juste le reflet de sa propre vie qui est son œuvre principale. Et voilà, c'est quelqu'un d'assez spécial, je trouve. Donc, si vous voulez commencer à lire Anaïs Nin, je vous conseille soit, comme disait Sophie, la correspondance avec Henri Miller, qui est absolument magnifique. Parce qu'en plus d'être une histoire d'amour, c'est une histoire de création. Et l'un et l'autre se font lire leurs écrits, se motivent. Il y a une émulation incroyable. Et Henri Miller n'aurait pas été ce qu'il était sans elle.
Et elle n'aurait pas progressé à ce point-là sans lui non plus. Et il y a ce mélange de passion amoureuse et de passion créative qui est un truc exceptionnel et qui se ressent très bien, je trouve, dans la correspondance. Ou par les premiers tomes du Journal de l'amour, ou le premier qui est apparemment plus édité en français, mais qui s'appelle Henri et June, qui est le moment où elle rencontre cet homme, qui est mariée à ce moment-là, et elle est absolument fascinée par l'épouse aussi d'Henri Miller, June, qui est une femme d'une beauté incroyable et qui, elle, vit ce que Anaïs fantasme comme étant la vie sans limite, la vie pour l'extase. Mais June, du coup, elle se brûle en permanence. Elle est droguée, elle est alcoolique, elle ment tellement que tout le monde la déteste, que Anaïs garde toujours cette petite distance de prudence et prend ce recul pour toujours tout transformer en création et ne pas se brûler directement. Voilà, je vais m'arrêter là pour celui-ci. Donc ça, d'ici 2 ans, j'espère, il y aura un livre de moi là-dessus. Et j'espère que ça va être beau. Je vais enchaîner avec Comme un frisson. Donc, Comme un frisson de Anis El Amouri, puisqu'on parlait de brûler et de flamme. Et ça, bon, je me rends compte dans ma sélection, c'est pas la sélection bonne humeur du jour en fait. Tout ce que j'ai choisi, c'est des trucs qui travaillent un peu de l'intérieur. C'est toujours hyper beau, mais c'est pas la joie, voilà. Donc Comme un frisson, c'est un premier ouvrage d'un gars qui doit avoir 27, 28 ans, un truc comme ça. Il est tout jeune, il est super doué. Je le connais un tout petit peu et physiquement il ressemble à ses personnages, donc c'est assez chouette. Il est tout nerveux comme ça, tout sec. Ouais, il vibre comme ça physiquement. Ça raconte en gros l'histoire de Renata, qui est une jeune femme, je sais pas trop quel âge elle a, c'est pas très défini, mais on sent qu'elle est vraiment pas bien dans sa vie. Elle est assez paumée, elle vit toute seule dans un petit appart qui est crade, qui déborde de trucs de partout. Elle essaye d'écrire, elle aussi dans la création, elle essaye d'écrire un manuscrit, mais il est jamais bien, il est jamais fini, elle peut jamais se résoudre à l'envoyer. On sent que le rapport à sa famille est très conflictuel aussi, que sa mère n'a pas confiance en elle, qu'elle est mal, quoi, ça va pas. Et au hasard des rencontres, elle tombe sur 2 personnages improbables, un énorme bonhomme qui s'appelle Beluga et un petit gars tout sec qui s'appelle Corbeau. Et ça commence par une relation très très conflictuelle entre eux. Et en fait, elle va abandonner sa vie et juste se laisser happer par l'énergie de ces 2 types qui sont complètement hors système. Ils vivent dans une espèce d'entrepôt abandonné. Ils ont une grande violence en eux. Ils volent, ils trichent, ils boivent beaucoup, ils font la fête d'une manière triste. Tout est dans la violence. Ce qui les amuse, c'est de casser des choses. Et elle, quelque part, tout d'un coup, elle a l'impression d'appartenir à un groupe avec ces types-là, tout en sentant bien qu'elle n'y est pas vraiment. Elle, c'était un peu une gentille fille à la base. Et il y a une espèce de crescendo d'émotions où on passe au début d'un rejet total, en tant que lecteur, je trouve, d'un rejet total de ces 2 personnages où on a vraiment peur pour elle. Et au bout de quelques scènes, on commence à se sentir adoptés, nous aussi, à se sentir de plus en plus à l'aise avec eux, tout en s'inquiétant pour eux, parce qu'ils vont pas bien, tous ces personnages. Et en fait, Renata, tout d'un coup, elle vit, elle est tout d'un coup dans le moment présent, elle est forte, elle est en vie, quoi. Elle brûle d'une manière très belle. En fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que Renata, elle a une sorte de 6e sens, d'où le titre Comme un frisson. Quand elle est en danger, quand quelque chose va arriver, elle ressent comme un frisson dans tout son corps, une sorte de prémonition hyper forte. Et au fur et à mesure du livre, elle va plusieurs fois avoir ces prémonitions. Je vais pas trop vous en raconter parce que ça, c'est sans jouer sur des effets de surprise, mais c'est bien de le découvrir par vous-même. Mais c'est un livre qui a l'air violent quand je parle comme ça, mais qui en fait, il y a des moments de beauté, mais hallucinants. Le dessin est très particulier, mais très... il fait un peu peur, et en même temps, il y a des regards et des trucs d'une douceur incroyable. Je voulais juste vous montrer une double page qui, comme ça, n'a pas... Enfin, c'est difficile à voir, faudra peut-être vous la faire passer. Faut vous imaginer qu'on vient de passer 100 pages de soirées beaucoup trop longues qui finissent beaucoup trop mal, où tout le monde est glauque, d'enfilage de bière, de cassage de trucs, et tout d'un coup il y a cette double page de paix absolue d'un cachet d'aspirine qui se dissout dans un verre, et ça marque vraiment en fait
un passage entre deux états pour l'héroïne et d'un passage narratif. Et je sais pas, cette page m'a touchée à un point d'avoir juste l'idée de créer une sorte de chapitrage comme ça avec ce cachet qui se dissout et cette espèce de temps mort. Et bon, après c'est un livre qui m'a fait pleurer, ce qui est très rare en BD, vraiment très rare. Il est hyper puissant. Mais ce gars a vraiment, je trouve, un dessin et une mise en scène, vraiment c'est magistral quoi. Et c'est pas juste comparé à son âge, dans l'absolu, c'est un truc magistral. Donc je vous conseille très vivement, par contre, l'isoler un jour où vous vous sentez relativement bien, parce que c'est pas la joie. Ouais, c'est difficile parce que justement, c'est très, on est très très proche des personnages, la façon dont ils nous le racontent. Donc je pense que c'est difficile de le prendre au second degré. Et après, dans un second temps peut-être, mais au moment de la lecture, on est très très fort dedans, je trouve. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire sur ce livre ? Je sais pas, en fait je me rends compte que j'aime beaucoup le petit sticker, les livres qui dérangent. J'ai pris une photo pour leur envoyer, que ce soit à Thomas ou à Anis, parce que je les connais un peu. Et c'est bien, et j'ai l'impression que c'est quelque chose que moi je cherche fort, que ce soit dans les livres, dans les films. Autant j'aime bien un bon divertissement de temps en temps, que j'ai vraiment besoin, pour avoir envie de relire ou de revoir quelque chose, d'avoir été dérangée. C'est pour un qu'on me sorte de ma zone de confort. Ah oui. On a en janvier le festival Ramdam du film qui dérange. Okay. Et on a créé une collection de livres qui allait avec. Et j'ai trouvé qu'ils étaient tous les deux parfaits pour ça. Ouais, complètement. Mais j'hésitais aussi pour Big Kid. Ouais. Donc ça, je réfléchis encore. Ouais. Ah, c'est bien ça. Oui. C'est clair. Mais du coup, ouais, le lien que je vois avec Anaïs, c'est cette idée que si la vie n'est pas vécue avec intensité, que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur, au final, on vit pas vraiment. Et il y a des phases où il faut peut-être se laisser aller à vivre des choses très intenses, même si on sait qu'elles sont pas forcément bonnes pour nous, mais que ça fait naître des choses merveilleuses, quoi. Et je pense qu'il y a une espèce de se jeter très intensément dans l'instant présent qu'on retrouve chez ces deux auteurs. Oui, c'est dangereux, bien sûr. Oui, comme tu disais, on peut en mourir. Et est-ce que la beauté vient de là ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Je sais pas, c'est dangereux. Mais la création, d'arriver à écrire sur ces thèmes-là, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, en tout cas. Comme je parle de création, je vais peut-être enchaîner sur le Nancy Houston. Donc, Journal de la création. Nancy Houston, c'est une autrice canadienne qui écrit à la fois en français et en anglais, suivant les projets, qui a fait des études en France. Elle a bientôt 70 ans, je crois, maintenant. Elle a fait des études en France. Elle a entre autres été l'élève de Roland Barthes. C'est quelqu'un de très intelligent, très intellectuel, et qui parle beaucoup du corps, qui est féministe. Alors, c'est quelqu'un avec qui je suis de loin pas tout le temps d'accord. Donc, c'est un peu conflictuel pour moi. Son féminisme, pour moi, date d'une autre époque. Je vois que Sophie a l'air d'accord avec moi. Elle dit des choses intéressantes par moment et à d'autres, j'ai des frissons tellement elle m'horripile. Mais sur ce bouquin-là, j'ai trouvé passionnant. Donc, Journal de la création, c'est quelque chose qu'elle a écrit pendant qu'elle est enceinte de son deuxième enfant. Et elle parle de l'éternelle dichotomie entre création, procréation, la création par les hommes, la création par les femmes, le rôle auquel on est relégué en tant que femme depuis des siècles et duquel apparemment on peut arriver de mieux en mieux à sortir actuellement. Et en parallèle, elle parle aussi du processus de création dans des couples où les deux personnes sont créateurs, ce qui est son cas à elle, son époux ou compagnon est écrivain aussi. Et elle met vraiment, elle va parler de plusieurs couples célèbres, genre Scott et Zelda Fitzgerald, Sartre et Beauvoir, Virginia Woolf et son mari. Et c'est de nouveau pas un bouquin qui fait se sentir bien en tant que femme, je pense qu'en tant qu'homme non plus d'ailleurs, mais parce que le constat est quand même assez désespérant de la façon dont dans les couples de créateurs, les hommes piochent énormément dans le potentiel créateur de leur compagne, que les compagnes vont toujours sacrifier de leur temps de création à celui de leur mari, qui est toujours vu comme plus important, qu'il y a toujours une espèce de
perception de soi-même comme étant un amateur, ou une amatrice plutôt, contrairement au mari qui est toujours perçu comme professionnel, lui. Et c'est un livre qui parle aussi énormément du corps, du rapport que les hommes ont à leur corps ou au corps des femmes, et du rapport que les femmes ont à leur corps et au corps des hommes. Ça parle aussi beaucoup du thème de la muse. Comment, en tant que femme, dépasser, une femme créatrice, dépasser le statut de muse, et comment faire pour arriver à transformer un homme en muse, si on a envie de le faire, ce qui n'est pas du tout courant, pas du tout évident. Et c'est un bouquin qui passe un peu du coq à l'âne. C'est un essai, c'est pas un roman, ça se lit vraiment peut-être par petites touches. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que elle parle aussi beaucoup de la somatisation. Elle a des symptômes par moment d'engourdissement. Elle perd les sensations dans ses pieds, dans son ventre, dans son sexe, comme si une partie d'elle disparaissait. Et elle fait aussi une sorte d'historique de, parmi les femmes créatrices, la folie des femmes créatrices qui, la plupart, se suicident. Enfin, c'est de nouveau très sombre tout ce que je vous raconte. Je suis désolée. Mais elle en tire quand même une forme d'espoir, parce qu'elle arrive à créer, et il y a plein de femmes de plus en plus qui arrivent à créer. Et elle a plein d'hypothèses intéressantes sur justement comment faire pour créer à la fois un enfant et des bouquins, si c'est le choix qu'on fait. C'est un bouquin qui a beaucoup plus de questions que de réponses, ce que je trouve intéressant, mais qui a en même temps plein d'extraits, par exemple des journaux intimes de Sylvia Plath ou des journaux intimes de Virginia Woolf, qui sont magnifiques, quoi, et qui donnent envie de créer, qui donnent envie peut-être de s'isoler, peut-être de se cacher un peu des hommes pour pouvoir créer en secret. Oui, cette idée sort, l'idée qu'il faut se séparer pour pouvoir créer ressort parfois, ouais. C'est ce que beaucoup de femmes font maintenant, actuellement. Oui. Si, c'est vrai. Oui. Elles veulent s'émanciper personnellement. Ouais. Non, c'est sûr. Mais, Nancy Houston est quand même une femme très amoureuse des hommes et qui essaye quand même de faire avec. Et quelque part, je trouve ça admirable de sa part. D'un autre côté, ça m'agace beaucoup parce que, de mon point de vue, il y a des choses vraiment au niveau systémique qu'elle n'a pas déconstruit et qu'elle se perçoit encore comme... elle perçoit encore les rôles presque biologiques d'hommes et de femmes d'une façon qui, moi, qui n'est pas acceptable pour moi. Et elle se plaît, je trouve, dans une érotisation de la femme, sans poser de questions non plus, ni sur les questions de genre, ni sur les questions d'attirance. Elle est quand même très, très... c'est une autre génération, ouais. Elle est très, très hétéronormée et des choses comme ça qui passent moins maintenant, je trouve. Mais c'est intéressant quand même. C'est un chouette livre qui donne envie de créer, en fait, qui donne envie de se battre, qui donne envie de reprendre... le pouvoir, parce qu'en fait, ce qu'on peut constater aussi, je trouve, dans ce livre, c'est que les femmes cèdent le pouvoir d'elles-mêmes, même quand on ne leur demande pas. Et surtout dans des couples où les gens font le même métier. Et je parle d'expérience. Sans rancune aucune, avec beaucoup d'amour, mais on a tendance à donner le pouvoir nous-mêmes, même quand on ne nous le demande pas. Et ça, c'est à nous de se battre contre ça. C'est une éducation, mais on peut se battre contre au moment où on en prend conscience. Et je pense que c'est une des forces de ce livre. C'est d'aider à prendre conscience de ça. Celui-ci, c'est les années 90, je crois. Ou 88. Édité en 90, mais écrit en 88. Voilà. Ça date un peu déjà, mais ouais. Elle a 68 ans, je crois, maintenant. Un truc comme ça. Et elle a maintenant quitté son époux écrivain pour être avec un plasticien qui la dessine beaucoup nue. Voilà. Et il n'est pas mort, Steven Todorov ? Il est peut-être mort, mais elle l'avait quitté avant son décès. Oh, c'est possible, je sais pas. Il faut des années à l'autre génération pour s'en sortir. Il faut des années. Tandis que vous allez aller plus vite. Mais même on sent comme... Oui, sans doute on va aller plus vite, mais on sent quand même encore... Moi j'ai 37 ans et j'ai pas fini de me battre contre moi-même. Quoi. C'est sûr. Je vais continuer avec Big Kids. Comme je disais à Geoffrey, c'est celui dont je vais avoir le plus de peine à parler parce que c'est vraiment le livre le plus bizarre aussi de ma sélection.
Déjà, graphiquement, vous pouvez voir cet étrange dessin de couverture. C'est un auteur que j'ai découvert, c'est un Canadien encore, j'aime bien les Canadiens, moi. Big Kids. Les grands garçons. Ou les grands gamins. J'ai découvert parce qu'il dessine des décors et des personnages pour une série animée qui s'appelle Adventure Time. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une série complètement délirante. Ça s'adresse aux enfants, mais c'est vraiment visible par à n'importe quel âge, parce que la façon dont les histoires sont racontées sont hyper déstabilisantes. Ça s'apparente souvent au rêve. Il y a des sortes de sensations retranscrites, d'étrangeté, de choses qui se transforment juste dès qu'on les quitte des yeux, de temporalités qui n'ont aucun sens. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous ces bouquins, en fait, et qui me parle beaucoup, qui est assez... c'est encore, je pense qu'il mérite quand même l'étiquette Les livres qui dérangent. C'est un truc qui met mal à l'aise, quoi. Vraiment gros malaise par moment. Ça commence au début graphiquement, on a des personnages qui ressemblent à des personnages et des intérieurs qui ressemblent à des intérieurs. C'est assez froid, c'est très géométrique, mais bon, on s'y retrouve encore. Et puis c'est une ambiance petite ville nord-américaine, un gamin qui est à la fin du lycée, qui a pas vraiment de copains, mais qui a bien compris qu'il aimait les garçons, qui sort vaguement avec un type qui le traite pas très bien, puis tout ça c'est en secret. Et on sent que c'est un peu le malaise aussi, il est pas très heureux. Et à un moment, je vais juste retrouver la page, il subit une sorte de transformation mentale et tout change en fait visuellement, et lui-même est complètement perturbé. Il se réveille après une sieste et il est devenu une sorte d'arbre. Sa mère aussi, ouais, c'est un truc très bizarre. Ils sont tous assez différents. Sa mère aussi, la colocataire qui vit là aussi, mais pas son père. Son père, c'est juste l'espèce de petite brindille là au milieu. Lui, il est bizarre. Et tout, en fait, les sensations deviennent des couleurs, les matières deviennent des sons, tout. Les sens se multiplient, se répondent. Il y a un passage où il parle d'une chanson. La chanson, voilà, vous le voyez peut-être pas bien, vous pouvez le faire passer. La chanson est une espèce de petite créature. Alors d'abord, il y a les basses et la batterie qui posent certains membres, et puis il y a la mélodie qui arrive, il y a des choses. Et cette espèce de petite créature qui marche et qui ne veut plus le lâcher, c'est la chanson qui lui tourne en tête. Et, enfin, c'est un livre où tout est extrêmement symbolique comme ça, mais avec des symboliques déstabilisantes et bizarres. Les couleurs sont bizarres aussi. C'est très beau. Mais c'est très déstabilisant. C'est un livre qui parle en gros d'une histoire d'adolescence, comme beaucoup d'histoires nord-américaines peuvent parler ça. On peut totalement penser à écouter Nirvana par exemple en lisant ce bouquin. C'est vraiment cette ambiance du nord des States ou du Canada. C'est glauque, c'est les petites villes, les enfants, les grands ados s'ennuient, boivent un peu trop, tournent en rond et ont des rapports conflictuels avec les adultes et entre eux. Et en même temps, là, il y a cette espèce de transformation où il se rend compte du coup que certaines personnes changent, certaines personnes ne changent pas. Et que leur vision du monde, quand elle a changé, devient justement magique, beaucoup plus riche, mais complètement déstabilisante, et que personne n'en parle. Par exemple, sa mère, qui a changé comme lui, ne lui en parle absolument pas. Et au contraire, elle prend complètement distance avec lui, comme s'il avait fauté. Et il y a une espèce... La colocataire lui dit, oui, il y a une croyance comme quoi, quand on change, c'est qu'on a perdu notre virginité. C'est faux. Mais c'est comme s'il était passé vraiment tout d'un coup dans le monde des adultes et que sa mère ne pouvait plus avoir le même rapport avec lui. Et de se rendre compte que certaines personnes ne changent jamais. Et que tout d'un coup, il n'arrive plus à avoir aucun dialogue avec son père. Que certains, par exemple, celui qui était vaguement son copain, n'a pas changé non plus. Et du coup, il perd complètement intérêt. Ils n'arrivent plus à communiquer, en fait. Enfin, voilà, c'est une sorte de récit d'adolescence, mais avec un parti pris tellement étrange que ça devient quelque chose d'hyper poétique et vraiment très, très bizarre. Voilà. Et cet auteur a écrit un autre livre que j'ai beaucoup aimé aussi, qui s'appelle La Fourmilière, aux éditions Atrabile, et qui raconte vraiment l'histoire d'une fourmilière qui est avec plein de petites fourmis, mais avec ce type de dessin, qui est attaquée par des araignées, où il se passe plein de choses, et c'est un peu on va dire, c'est la fin du monde chez les fourmis, quoi. Et c'est très 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 bizarre, mais ça vaut aussi la peine d'être lu. Ouais.
Et là, il n'y a pas vraiment le côté création, mais par contre, il y a le côté recherche de soi, recherche de liberté peut-être, recherche d'émancipation. Et voilà, du coup, je sais pas, c'est un livre qui me parle pas mal aussi, dans toute sa bizarrerie. Et graphiquement, c'est quand même... ça m'a vraiment mis une claque, en fait, de découvrir cet auteur, parce que je suis, moi, dans un dessin quand même très réaliste comparé à ça. J'ose pas tellement m'aventurer dans des choses aussi étranges. Et même Anis, il fait des choses dans Comme un frisson, par moments, il fait des trucs qui sont... Juste en le refeuilletant, je voyais juste ces voitures qui n'ont aucun sens, mais c'est merveilleux. Ce plan où ils sont sur la bretelle d'autoroute, il n'a absolument pas essayé de dessiner des voitures, mais on voit la vitesse, on voit les voitures, et ça exprime tellement de choses. Et en fait, d'arriver à un niveau de dessin qui est du symbolique à ce point-là, mais qui parle quand même à tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir de clé. Ouais. Et c'est des choses qui me travaillent beaucoup, parce que j'ai vraiment envie d'arriver à faire progresser mon dessin. Pas à ça, parce que c'est pas moi, mais à épurer, à transformer et à oser des choses, parce que là, il faut vraiment oser pour dessiner des trucs pareils. Et bon, c'est pas chez Casterman que je vais expérimenter ça tout de suite, mais dans le Fanzina ou dans des choses comme ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup explorer et que je commence petit à petit à explorer. Là, je suis en train de faire des carnets de voyage après coup, où j'essaie plus du tout de dessiner ce que j'ai vu, mais vraiment d'après souvenir, de chercher des formes, des rythmes, des choses comme ça. Donc beaucoup plus d'abstraction en fait. Et de voir le boulot de quelqu'un comme ça, ça m'aide beaucoup en fait. Ça me fait vraiment, ça m'ouvre l'esprit en fait, vraiment. Je crois que j'ai fini sur ce... J'ai peur d'aller trop vite en fait sur les bouquins, mais après vous me poserez des questions. Ok. Mais du coup, le dernier dont je vais parler, c'est Sauvage ou la sagesse des pierres. Bon, ça c'est un peu mon bouquin chouchou. En plus, je vais me la péter grave une seconde, mais il est dédicacé pour Léonie. Voilà. C'est mon amoureux qui l'a fait. Maintenant, on n'est plus ensemble, mais on s'aime quand même encore beaucoup, alors ça va. Et c'est un bouquin qui m'a vraiment énormément marqué parce que justement, c'est de nouveau une quête de liberté. C'est de nouveau une sorte d'aller vers l'abstraction. Je vous raconte l'histoire en très bref. C'est un couple qui part faire de la rando. C'est pas situé où, mais c'est des grands espaces. Donc c'est pas juste la rando dans le bois de la Cambre, quoi. On sent qu'il y a une petite différence d'âge. Et on sent assez vite dès le départ que l'homme a quand même une certaine ascendance sur sa partenaire. Et un soir, ils sont pris par un orage, ils sont perdus, ils se retrouvent à se réfugier vaguement sous un abri, ils se disputent. Elle se barre fâchée, ils cherchent à la retrouver, ils finissent par faire l'amour passionnément dans la boue au pied d'un arbre. Et juste après ça, alors qu'ils sont réconciliés, il se prend un coup de foudre, un littéral coup de foudre, et il meurt. Et elle se trouve perdue au milieu de la forêt, avec le cadavre de son copain. Et en panique totale, quoi, comme on peut imaginer. Donc elle commence par courir, par juste essayer de s'enfuir, et systématiquement elle retombe sur cette clairière, elle retombe sur ce corps, et elle n'arrive pas à en partir. Elle finit par arriver à en partir, et son premier réflexe, c'est d'essayer de trouver son téléphone, d'essayer de retrouver son chemin, mais elle n'y arrive pas. Elle reste dans la forêt. Et en fait, elle va assez vite lâcher toute velléité de retrouver la civilisation. Elle va assez vite se trouver une clairière et un petit ruisseau où elle se sent pas si mal. Et mais elle est en état de choc, quoi. Du coup, elle se laisse complètement aller. Et il y a une première phase, c'est vraiment un bouquin qui se passe en phase et en état. Et c'est une sorte de déshumanisation petit à petit, mais avec toujours des côtés positifs quand même, enfin, plus ou moins. Dans cette première étape, elle va d'abord redécouvrir ses sens, en fait. Elle laisse très vite tomber ses habits. Elle se retrouve toute nue dans sa petite clairière. Elle va passer des jours juste à regarder les brins d'herbe et à voir la différence qu'il peut y avoir entre deux brins d'herbe. Elle va faire connaissance avec un renard qu'elle avait déjà croisé avant la mort de son mari, et ça a été son compagnon, pas son mari. C'est déjà une page que je trouve très touchante tout au début du livre. Il y a cette
cette rencontre tout d'un coup avec un renard. Donc le bouquin est quasi tout en noir et blanc, sauf des petites touches de rouge comme ça par endroits. Et donc il y a tout d'un coup elle croise ce renard et on voit dans ce jeu de regard qu'il se passe un truc incroyable, quoi. Entre le renard et elle. Et elle en pleure, quoi, de la beauté de cette rencontre. Et cette page, je la trouve hyper touchante. Et donc ce renard, elle le recroise bien plus tard et il va devenir en fait un peu son maître, son guide dans la forêt. Et elle va passer comme ça beaucoup de temps en fait à essayer d'apprendre à vivre comme un animal. Elle va pas forcément y arriver. Et du coup, il y a une étape suivante où elle va essayer de vivre comme un arbre. Elle trouve une forêt de séquoias géants et elle essaye de se planter dans la terre. Elle essaye de devenir un arbre. Et petit à petit, en tendant l'oreille, les arbres lui parlent. Elle commence à pouvoir communiquer avec eux. Mais ça se passe pas très bien non plus. Et le livre s'appelle La sagesse des pierres parce qu'elle va finir à la fin à essayer de devenir une pierre. Plus ou moins, je vous grossis le trait parce que c'est beaucoup plus subtil que ça. Et en même temps, bon, ça c'est le fil narratif, mais il y a plein de thèmes, plein de dialogues intérieurs sur quelle est notre place en tant qu'humain dans la nature, quelle est notre place dans une relation, qu'elle soit à soi-même, à un autre, qu'elle soit une relation peut-être au spirituel aussi. C'est vraiment un bouquin, de nouveau, qui pose plus de questions qu'il ne donne de réponses, mais je crois que c'est vraiment un truc que j'aime bien. Et où il y a une adéquation entre le dessin et le propos. Le dessin change assez fort, même la technique change. Il y a par moments, c'est des traits... vous pouvez voir qu'ici, par exemple, c'est des traits assez grossiers, assez vite faits, et qui sont un peu bourrins. Par moments, il y a carrément de l'aquarelle. Et à d'autres moments, j'essaie de retrouver les pages auxquelles je pense, voilà. Tout d'un coup, ça devient très fin, très éthéré. Et vraiment, le dessin s'accorde à chaque fois à ce qui est en train d'être dit. Et enfin voilà, c'est un bouquin que je trouve vraiment très beau. Ouais. Et qui part dans des motifs aussi. De nouveau, il y a des trucs qui deviennent complètement abstraits. Il y a tout le passage où elle apprend à sentir, qui est très chouette. Ouais, il y a un côté presque enfantin à dessiner. Je sais plus où c'est quand elle apprend à sentir, c'est très joli. Voilà, ici. Tout d'un coup, elle apprend à se servir réellement de son nez comme un animal. Et ça ouvre tout un langage, en fait. Elle apprend un nouveau langage, en fait, à chaque état dans lequel elle passe. Ouais. Et en même temps, un humain ne peut pas se fondre dans la nature. Un humain ne sait pas. Un humain qui a grandi dans les villes comme nous ne sait pas se fondre dans la nature. C'est un peu le drame de ce personnage-là aussi, qui, elle, voudrait en fait abandonner son humanité, mais son humanité ne la lâche pas. Elle peut pas quitter ça. Et elle est aussi hantée par le fantôme de son compagnon qui revient la voir sous une forme super effrayante, en fait. Vraiment, vraiment assez flippante. Et qui vient être un peu la voix de tout ce qu'elle-même se dit de négatif, en fait. C'est vraiment le moi le plus humiliant, détestable qu'on puisse avoir quand on se parle à soi-même, quoi. Voilà, c'était mon dernier bouquin Bonne humeur du jour. Si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Ah ouais, non, il faut garder l'espoir. C'est ça. Lequel est le plus joyeux des 5 ? Je dirais clairement quand même Anaïs Nin, parce qu'elle garde toujours espoir, elle reprend toujours courage, et comme ça s'appelle Journal de l'amour, c'est pas pour rien, c'est une grande amoureuse. Elle va toujours être élevée par des passions avec des hommes qui sont à la fois très intelligents et très attirés par elle. Donc là, il y a ce côté-là qui est toujours très joyeux. Et un côté justement de création, de rencontre. Elle fréquente plein d'artistes. Et ouais, il y a quelque chose de peut-être, je dirais pas léger, c'est pas le mot, mais de plus gai peut-être, ouais. Je crois. La prochaine fois, je vous amènerai des trucs cool, promis.
J'ai réalisé que cet après-midi, en revoyant ma sélection, en me disant mais qu'est-ce que j'avais ce jour-là quoi. Moi, il y a une chose qui m'étonne, c'est que quand on prend les BD, c'est toujours des personnages féminins. Ouais. Dans les sélections, sont tous des personnages féminins, sauf Big Kid. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, voilà, je sais pas s'il y a quelque chose de spécial avec celui-là qui fait qu'il se démarque du reste. Ou... Je pense que c'est vraiment ce graphisme. Après, ouais, je me suis rendu compte que dans les BD, j'avais pas d'autrice, mais par contre des personnages féminins en premier rôle. Et pourtant, j'ai des autrices que j'aime beaucoup, mais je sais pas, c'est un peu pourquoi Big Kids. C'est vraiment ce graphisme qui est tellement à part qui m'a vraiment séduit, je crois. Et je crois que j'aime vraiment bien les histoires d'adolescents aussi. Ça me parle. Ouais. L'histoire de transformation. Oui, c'est énormément de transformation. La création, c'est vrai. En fait. Ouais. C'est chaque fois un mouvement qu'on crée chez soi. Complètement. C'est à chaque fois des histoires où les personnages changent énormément. Souvent la nuit. Oui, peut-être. Moi, je connais. C'est marrant que vous disiez ça parce que ça correspond beaucoup à Oudou Darling. C'est vrai. Donc du coup, je me demandais si vous pourriez en parler. Ouais, avec plaisir. Ouais. Mais justement, c'était mon premier livre et je pense que c'est un livre sur lequel j'avais des choses à me prouver et justement passer d'amatrice à professionnelle. Donc pour moi, la transformation, elle était là et d'arriver à l'écrire toute seule sans demander de l'aide, Et au final, j'ai plutôt appris que c'était pas grave de demander de l'aide, que c'était bien, que la collaboration c'est pas une honte, et que, enfin voilà, je crois que j'avais beaucoup trop de fierté en commençant ce livre. J'ai un truc de vouloir faire toute seule. Je suis une grande fille, c'est bon. Hein. Alors qu'en fait, il y a pas de honte à se faire aider quand on est bloqué, ou même sans faire aider, juste à discuter avec les gens. Et je crois que c'est un des trucs que j'ai appris en faisant ce livre. Il correspond aussi au moment où on a créé l'atelier, donc avec 4 personnes avec qui j'étais à Saint-Luc, donc on se connaissait déjà bien, c'était vraiment des amis d'études. Et puis petit à petit, il y a 3 autres filles qui nous ont rejoints, donc maintenant on est à parité, ce qui est chouette aussi. Au moment de Oudou Darling, le fait de venir à l'atelier au début me terrorisait, parce que je voulais pas qu'on regarde ce que je fais. Je me cachais dans mon coin, et je m'étais d'ailleurs fait une espèce de barrière avec une bibliothèque, elle y est toujours, tu l'avais vu je crois. Je me suis vraiment fait un petit fort reculé. Ouais. Excuse-moi, mais c'est Saint-Luc à Bruxelles. Oui, c'est vers Saint-Luc-Bruxelles, ouais. Et alors du coup, en gros, ce livre, il parle d'Adèle, qui est l'héroïne qui est sur la couverture. Ça se passe dans la Louisiane des années 60, mais c'est une Louisiane assez fantasmée. C'est pas du tout un bouquin très documenté, très fidèle historiquement. C'est vraiment de nouveau une espèce de fantasme de l'Amérique de cette période, telle qu'on peut la voir à travers des films ou à travers des romans. Et elle vit dans un petit village qui est composé uniquement de descendants d'esclaves, donc afro-américains, et qui est fort en conflit, c'est le sud des États-Unis, fort en conflit avec la communauté blanche. Et au moment où l'histoire commence, il y a eu plusieurs jeunes femmes qui ont été retrouvées mortes, et un peu automatiquement, la police du coin pense que le tueur doit être un des habitants de ce village, donc vient de manière assez agressive interroger les gens. Et donc Adèle, elle est l'apprentie d'un homme médecine, en fait, d'un chaman. Le houdou, en fait, je ne sais pas si certaines personnes sont familières avec ce thème, c'est une version du vaudou. Donc le vaudou, c'est haïtien. À la base, c'est les croyances du... J'ai un gros blanc sur le nom du pays. Mais enfin, plusieurs pays d'Afrique qui ont été transformés au contact de la foi chrétienne. Tout ça donc à Haïti. Et le houdou, c'est la version américaine d'esclaves qui étaient passés par Haïti, qui sont arrivés ensuite aux États-Unis, qui est mélangée avec d'esclaves qui arrivaient directement d'Afrique, qui est mélangée avec les croyances chamaniques des Indiens locaux, enfin des Native Americans locaux, et encore avec des croyances des protestants, des colons protestants qui avaient des croyances assez animistes en fait. Et c'est un gros mélange de tout ça. Donc c'est une espèce de médecine spirituelle pratiquée dans le bayou. Et donc voilà. Adèle est apprentie auprès d'un maître qui est assez âgé et qui commence à devenir faible. Et elle va un soir, un peu sous le coup de la colère, de l'impatience, le suivre dans le monde des esprits, ce qu'elle n'avait absolument pas le droit de faire parce que n'étant pas encore initiée, c'est complètement tabou. Et donc les esprits très en colère vont lui donner une chance de se rattraper en
accomplissant une mission, elle doit capturer 5 esprits qui sont des sortes d'esprits rebelles qui se cachent dans le monde des hommes sous forme humaine. Et si elle n'y arrive pas, elle sera bannie et son maître n'aura pas d'héritier et le savoir sera perdu à jamais. Donc ce thème de la passation du pouvoir, c'est quelque chose qui me parle assez. Et puis en même temps, le thème d'arriver à être à la hauteur de ses espérances et à apprendre à être patient, parce qu'il y a plein de thèmes qui se croisent là-dedans. Et je sais pas, c'était un bouquin que j'avais envie de faire parce que j'aime beaucoup l'univers justement fantasmé de l'Amérique profonde. C'est quelque chose qui m'a pas mal nourrie étant gamine. Et je sais pas, j'avais envie de faire un bouquin qui se passe dans cette ambiance-là et de parler, en fait, souvent dans les histoires que j'avais pu lire, le sorcier, c'est une figure qui apparaît à un moment ou à un autre, soit pour aider le héros, soit pour lui mettre des bâtons dans les roues. Mais on est rarement sur la figure du sorcier en tant que héros, en fait, que protagoniste. Puis, en y réfléchissant, je me disais que c'est un peu trop facile si le protagoniste est sorcier. C'est mieux si c'est quelqu'un qui est apprenti sorcier, parce que comme ça, il n'a pas toutes les clés en main non plus. Puis ça m'est assez vite venu d'en faire une fille, parce que je me sens plus proche. Enfin, ça me paraissait plus naturel de le raconter comme ça. Et c'est un bouquin sur lequel j'ai énormément appris, forcément, vu que c'était le premier où je bossais toute seule. Du coup, je l'aime bien, même s'il a plein de défauts, mais je l'aime bien. Voilà. Et du coup, pour le travail sur l'adaptation d'Anaïs Nin, ça va être toute seule. Ouais. Là, c'est vraiment. Ça fait longtemps que je l'ai découverte un peu par hasard. J'arrive même plus à me rappeler comment j'étais tombée au début dessus. Mais elle m'avait très vite parlé, entre autres, sur toutes les énormes phases de doute qu'elle a quand elle essaye de créer, justement, parce qu'elle arrive à écrire que son journal, et quand elle essaye d'écrire des romans, c'est jamais à la hauteur de ce qu'elle essaye de faire. Et c'était le moment où je sortais plus ou moins de Saint-Luc, et où je n'arrivais pas du tout à dessiner comme ça une fois hors cadre. Et je souffrais beaucoup et je me retrouvais beaucoup du coup dans sa souffrance. Et elle arrive par moments à avoir de l'humour là-dessus et par moments pas du tout. J'aimais bien justement aussi ces vagues où par moments elle a l'impression qu'elle pourrait brûler le monde entier de colère tellement elle n'y arrive pas. Et à d'autres, elle se moque d'elle-même, quoi. Et j'aimais bien ça. Et voilà, donc c'est un sujet que je porte en moi depuis longtemps. J'ai très vite eu des images très visuelles. En plus, elle a un physique très particulier. D'une photo à l'autre, elle peut être magnifique ou franchement bof. Et elle-même le savait, elle en souffrait beaucoup. Elle était très, pas vaniteuse, mais elle aimait bien qu'on la trouvait. Elle était fort dans la séduction. Et quand on lui disait qu'elle était plus charmante que belle, elle le prenait. C'était un désastre, quoi. Et du coup, j'aime bien la dessiner. Elle a vraiment un chouette truc à dessiner, vu qu'en plus, elle se costumait beaucoup. Elle se faisait des coiffures improbables. C'est quelque chose de très chouette à dessiner. Et puis tout le Paris des années 30, un peu les salons, le côté orientaliste qui était à la mode à cette époque, tout ça, ça va être super chouette à dessiner. Ouais, les décors et les costumes vont être super. Et il y aura un peu des scènes érotiques aussi, ce que j'ai pas encore fait jusqu'à maintenant et qui, je pense, va être très chouette à dessiner. Mais du coup, oui, j'ai vraiment envie d'arriver à raconter cette histoire moi-même. Là, j'ai tout mon arc narratif. J'ai écrit un séquencier avec les scènes résumées comme ça. Et là, je suis à la phase la plus ingrate, je crois, mais qui est vraiment là où le bouquin se construit, où je dois écrire les scènes précisément, voire les dessiner à l'étape de storyboard. Donc en général, storyboard, pour moi, c'est à cette taille-là. C'est vraiment des tout petits... J'en ai peut-être un à vous montrer. Je sais plus si c'est dans ce carnet-là ou pas. Mais c'est vraiment des minuscules bonhommes patates. Non, j'ai changé de carnet récemment et j'ai pas encore de story dans celui-ci. Non, désolé. Mais bref, c'est minuscule, c'est des petits bonhommes patates avec des gribouillis en pâte de mouche à côté. Mais en fait, c'est le moment où on doit vraiment choisir les cadrages, choisir les dialogues, ce qui est un des trucs les plus difficiles pour moi. Et c'est le moment où vraiment on trouve le ton de la narration. Et c'est vraiment le moment le plus difficile. C'est une fois qu'on a l'idée et qu'on doit vraiment la mettre au monde, quoi. Et après, le dessin lui-même, c'est presque plus de l'artisanat. Et c'est une partie que j'ai beaucoup de plaisir à faire, mais qui est moins douloureuse, quoi. Vraiment, l'accouchement, c'est à ce moment-là. Donc là, c'est un peu la phase... c'est pas facile, quoi. Mais en plus, elle a écrit
je crois, 35 000 pages de journal ou un truc comme ça dans sa vie. C'est un truc hallucinant. Ça, c'est une toute petite partie. Voilà. Donc moi, j'ai lu, je sais pas, je pense que j'ai une pile de bouquins, elle doit être haute comme ça, de ce que j'ai déjà lu d'elle. Et il y en a encore une comme ça à côté que j'aimerais lire, mais que j'ai pas encore eu le temps de lire. Mais l'idée, c'est plus de faire Ouais, non, justement pas une biographie. C'est vraiment d'aborder ce personnage d'une manière... En fait, en BD, j'aime pas trop les biographies de la naissance à la mort. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'en ai pas trouvé une qui m'ait vraiment touchée. Je trouve qu'on est obligé d'aller trop vite, ça devient très factuel et autant lire une page wiki, quoi. Ça me... C'est à partir des écrits réellement. Ouais, moi je me base vraiment sur ces journaux. Je prends plein de détails, mais en même temps, comme elle retravaillait elle-même ses journaux et que c'est une grosse menteuse, je prends des libertés. Et ça, j'en ai bien discuté avec mon éditrice qui est tout à fait d'accord avec ce point de vue et qui trouve ça plus intéressant de la prendre. En fait, c'est un prétexte, c'est un personnage qui me sert de prétexte à parler d'émancipation, de liberté, de découverte de soi, que ce soit en tant qu'auteur ou sexuellement, parce qu'elle se découvre complètement au fur et à mesure de ses amants. Et ouais, c'est vraiment un prétexte. Ouais. Du coup, mais j'ai quand même choisi une tranche de 2 ans qui sont à mon avis vraiment le moment où elle explose un peu, où vraiment son cœur et son esprit s'ouvrent très très fort. Et puis il y aura quelques flashbacks de son enfance. Un truc dont je vous ai pas parlé mais qui est très 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 spécial avec elle, c'est en fait elle a une relation incestueuse avec son père et on soupçonne qu'elle a été vraiment... On sait qu'il la prenait en photo nue quand elle était petite. On soupçonne qu'elle a été carrément abusée. En tout cas, il la battait aussi. Et à l'âge de 33 ou 34 ans, enfin vraiment largement adulte, elle le retrouve alors qu'elle ne l'avait pas vu pendant super longtemps. Et il est toujours très séducteur, très beau. Et elle est d'abord dans une espèce de fascination totale où elle est tellement heureuse de retrouver ce père qu'elle avait cherché toute sa vie et qu'elle ne comprenait pas, gamine, pourquoi sa mère était fâchée contre lui, qu'ils entrent dans un rapport de séduction hyper malsaine qui va jusqu'à l'acte. Pendant plusieurs jours d'affilée, en vacances, ils partagent une chambre d'hôtel. Et très vite, la passion retombe, elle se rend compte de tous ses défauts, mais elle a des gros problèmes quand même psychologiquement à accepter ce qu'elle est en train de faire, mais c'est pas quelque chose qu'elle renie. Et c'est quelque chose qu'elle va pouvoir écrire dans ses journaux et assumer. Donc c'est vraiment quelque chose de très très bizarre aussi, que j'ai encore de la peine à savoir comment je vais aborder. Mais d'où les flashbacks sur l'enfance, parce que je veux montrer que ça sort pas de nulle part quand même. Voilà, c'est l'autre truc très très particulier et sur lequel beaucoup de gens se sont braqués du coup à dire non mais juste elle était folle, du coup ça sert à rien d'en parler. Je pense que c'est plus complexe que ça et que ça vaut quand même la peine d'en parler, mais c'est vrai que c'est un truc hyper bizarre, quoi. Non, elle n'est pas la seule, mais elle est peut-être la seule à en avoir parlé de manière aussi franche. Ouais. C'est ça, on a déjà entendu des cas de ce même type. Ouais. C'est qu'il doit avoir quelque chose. Ouais, clairement. Clairement, ouais. Voilà. J'ai entendu parler d'un film. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Avec plaisir, ça me fait tellement plaisir. C'est un court-métrage, en fait, mon tout premier bouquin toute seule qui est plus disponible en français malheureusement, qui s'appelle Princesse Supplex et qui parle de catcheuses amatrices qui sont des employés de bureau lambda la semaine mais qui le week-end enfilent des vieux maillots de bain en lamé et vont faire du catch dans des salles communales qui sentent la chaussette. Et c'est une histoire que j'avais écrite super vite en un été pour le premier éditeur avec qui j'avais bossé et que j'avais adoré faire. Mais c'est vraiment court, hein, ça fait 32 pages, c'est un petit format. En fait, je l'avais pensé vraiment comme une chanson. C'est une espèce de... Ça se lit en 10 minutes, quoi. C'est vraiment un petit truc plein d'énergie. Et il y a un producteur et réalisateur qui avait flashé dessus il y a déjà 8 ou 9 ans. Et qui m'a relancé régulièrement en disant j'y crois toujours, on va trouver un vrai producteur, on va trouver. Et puis moi j'étais ouais ok c'est cool mais bon voilà. Et puis au fait ça s'est fait. Et du coup ouais le tournage a eu lieu cet été. J'ai pu aller assister aux scènes de tournage de catch à Paris où ils ont embauché un super chorégraphe catcheur qui a bossé sur des énormes productions. Qui connaît The Rock personnellement, quoi. Je sais pas si ça parle à quelqu'un, mais merci Sophie.
Et donc, voilà. Aussi, le roi Scorpion. Mais donc voilà, ils ont trouvé des actrices incroyables qui ont appris à faire suffisamment de catch pour qu'on y croie vraiment. Et qui était... Ce sera un court-métrage. Court-métrage qui va être... ça a été tourné à Paris avec une équipe de production française. Et ce sera présenté... Là, c'est en cours de montage. Ils ont même trouvé un musicien professionnel, un compositeur professionnel qui a accepté... parce qu'en plus, il n'y avait pas beaucoup de budget. On a fait un crowdfunding qui a bien marché, mais c'est quand même limité. Donc, beaucoup de gens bossent bénévolement. Donc, on va avoir une musique originale. On va avoir plein de trucs vraiment hallucinants. Et donc là, le montage est en cours. Je pense que ce sera prêt en début d'année, quelque chose comme ça. Et ce qui est très chouette aussi, et je croise les doigts très fort, c'est que c'est monté sur un format qui puisse servir de pilote de série aussi. Donc, bon, il existe déjà des séries sur le catch, mais pas en France, pas en francophonie. Ouais. On verra bien, mais c'est déjà exceptionnel comme ça. Et vraiment, quand je suis entrée, le jour du tournage, je suis arrivée, je me suis un peu perdue en route, donc je suis arrivée un tout petit peu en retard. L'actrice principale était déjà en costume avec une espèce de contre-jour incroyable sur le ring, et c'était mon héroïne qui était là en chair et en os, quoi. Et franchement, j'avais la larme à l'œil, quoi. C'était trop bien, ouais, vraiment incroyable. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre accueil et votre attention, c'est vraiment très gentil.